Salut à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement sous vos pieds dans les lieux que vous croyez les plus calmes et immuables? Mon histoire commence à Sainte-Colombe-sur-Loire, un de ces villages français où le temps semble s'être arrêté, suspendu entre les murmures du fleuve et le silence de son vieux cimetière perché sur la colline. J'y ai passé une partie de mon enfance et j'y retourne souvent, non par nostalgie, mais par une passion dévorante pour ce que les murs et les pierres ne disent qu'à ceux qui savent écouter, l'exploration urbaine, ou urbex, comme on l'appelle. Mon truc à moi, ce ne sont pas tant les usines désaffectées que les lieux chargés d'une mémoire silencieuse, les cryptes, les chapelles oubliées, les manoirs en ruine. Le cimetière de Sainte-Colombe était mon terrain de jeu favori. Il y a la partie récente, bien entretenue. Et puis, il y a la vieille partie, un dédale de tombes mangées par le lierre, de stèles affaissées datant parfois de la Révolution. Un endroit où la nature reprend ses droits avec une poésie macabre. C'est là que tout a basculé. C'était il y a 3 ans, au début du mois de novembre. Une tempête d'une violence inouïe, de celle qui déracine des chênes centenaires, s'était abattue sur la région. Le lendemain, l'air était lavé, glacial. Je suis monté au cimetière, comme attiré par un pressentiment. Le spectacle était désolant. Des branches jonchaient les allées, une chapelle avait perdu une partie de son toit. Mais ce n'est pas ça qui a retenu mon attention. Mon regard fut happé par le carré des Devalois, une ancienne famille d'industriels locaux dont le caveau monumental, une sorte de petit temple néoclassique, dominait autrefois la pente. Le sol devant le caveau s'était effondré. Les pluies torrentielles avaient provoqué un glissement de terrain, créant une crevasse béante de plusieurs mètres de profondeur. La terre argileuse, gorgée d'eau, avait cédé, emportant avec elle une partie du perron et des marches de la crypte. Au fond de ce trou, dans la pénombre boueuse, quelque chose brillait anormalement. Pas le reflet de la pierre ou d'un cercueil brisé. Non, c'était un éclat métallique, net, géométrique. Un angle droit, parfait. Intrigué, et avec la prudence qui caractérise l'explorateur, je suis retourné à ma voiture chercher une corde et une bonne lampe torche. J'ai sécurisé la corde à la base solide d'un cyprès voisin et j'ai commencé ma descente dans la plaie ouverte de la terre. L'odeur était un mélange étrange de terre humide, de racines coupées et d'autre chose. Une odeur froide, minérale, presque industrielle. Arrivé en bas, mes bottes s'enfonçant dans la boue, j'ai dirigé le faisceau de ma lampe vers l'anomalie. Ce n'était pas un angle. C'était le coin supérieur d'une porte. Une porte en acier, épaisse, peinte en vert olive, une couleur typiquement militaire. Elle était énorme, encastrée dans ce qui semblait être un mur de béton armé d'une épaisseur considérable. Il n'y avait ni poignée, ni serrure visible. Juste un volant massif au centre, semblable à celui d'une écoutille de sous-marin et rouillé par des décennies d'enfouissement. Mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que c'était que ça? Un bunker? Ici? Sous le caveau d'une famille notable? Dans un cimetière de village? La logique était mise à rude épreuve. Les bunkers, on les imagine sur d'anciennes lignes de front, près de bases militaires, ou comme abris anti-atomiques, sous des bâtiments administratifs. Mais dans un cimetière, c'était absurde. L'emplacement était à la fois génial et morbide. Un secret parfait, protégé par le plus grand des tabous, le respect des morts. Qui dérangerait un caveau familial? Qui creuserait ici? Personne. Le glissement de terrain était un accident. Un coup du sort qui venait de révéler un secret vieux de plusieurs décennies. Je suis resté là, fasciné et un peu effrayé,
à contempler cette porte vers l'inconnu. Le silence n'était rompu que par le goutte à goutte de l'eau s'écoulant le long des parois de terre. L'évidence s'imposait à moi. Je ne pouvais pas en rester là. Il fallait que je sache. Il fallait que j'ouvre cette porte. Cette décision allait m'entraîner bien plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé, dans les profondeurs de la terre et dans les méandres d'une histoire secrète, celle d'un homme et de sa peur viscérale de la fin du monde. Le premier défi, et non des moindres, était d'ouvrir cette porte sans attirer l'attention. Le cimetière, même sa vieille partie, restait un lieu de passage. Je devais agir vite, et de préférence la nuit. J'ai passé 2 jours à préparer mon expédition, rassemblant le matériel nécessaire. Un pied de biche d'1,50 m, une masse, plusieurs lampes frontales, des batteries de rechange et surtout une grande quantité de dégrippants industriels. Je suis revenu sur les lieux une nuit sans lune, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Le trou béant était encore plus impressionnant dans l'obscurité, un puits d'ombre menant vers les entrailles du secret. Je suis descendu et le travail a commencé. Le volant de la porte était soudé par la rouille. J'ai aspergé le mécanisme de dégrippant, attendant, puis recommençant. Pendant plus d'1 heure, j'ai lutté avec le métal, mes efforts ne produisant que des grincements sinistres qui me semblaient résonner dans tout le canton. Enfin, avec un effort surhumain et en utilisant le pied de biche comme levier, le volant a bougé. D'1 millimètre, puis d'un autre. Un son métallique profond, un clac sourd, a retenti de l'autre côté de la porte. Un mécanisme de verrouillage venait de céder. Le reste fut plus facile, mais tout aussi physique. Tour après tour, le volant actionnait une série de pênes massifs qui se rétractaient dans le chambranle avec des bruits de tonnerre étouffés. Finalement, la porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres, libérant une bouffée d'air. Un air incroyablement sec, stagnant, qui sentait la poussière froide, le caoutchouc et l'ozone. Un air qui n'avait pas été renouvelé depuis une éternité. J'ai pris une grande inspiration de l'air nocturne avant de pousser la lourde plaque d'acier. Elle a pivoté sur ses gonds dans un gémissement rauque, révélant une obscurité totale. Mon faisceau de lumière a transpercé les ténèbres, se perdant dans le vide. Devant moi, un escalier métallique, raide et étroit, plongeait à la verticale. Les murs étaient en béton brut, lisse et froid. J'ai fait un pas à l'intérieur. Le son de la porte se refermant derrière moi m'a fait sursauter. Je n'étais plus dans le cimetière. J'étais ailleurs, hors du temps. Le silence à l'intérieur était absolu, oppressant. Mes propres battements de cœur semblaient une intrusion bruyante. J'ai commencé la descente. 30 marches, 40, 50. L'escalier semblait sans fin, s'enfonçant profondément sous la colline. La température chutait à chaque pas. Enfin, j'ai atteint une plateforme métallique. Une deuxième porte, identique à la première, me barrait le chemin. Celle-ci, protégée des éléments, s'est ouverte plus facilement. Derrière elle se trouvait un petit sas, pas plus grand qu'un placard. Sur le mur, un panneau de contrôle avec des voyants éteints et des inscriptions en français. SAS de décontamination, cycle en cours, pressurisation. À côté, un interphone et une combinaison de caoutchouc grisâtre, encore pliée sur une étagère mais craquelée par le temps. Le niveau de paranoïa et de professionnalisme était stupéfiant. Ce n'était pas l'abri de fortune d'un illuminé. C'était une installation pensée, conçue et construite pour résister à une menace extérieure, une menace probablement radioactive ou chimique. J'ai traversé le sas et ouvert une 3e et dernière porte, plus légère celle-ci,
Et là, j'ai pénétré dans le bunker lui-même. La première pièce était une salle des machines. 2 énormes groupes électrogènes diesel trônaient au centre, silencieux et froids, mais visiblement en parfait état de conservation, couverts d'une fine couche de poussière. Le long des murs, des rangées de batteries de la taille de petites valises, des convertisseurs et un tableau électrique complexe qui couvrait tout un pan de mur. Des câbles épais couraient au plafond dans des gaines métalliques. Tout était étiqueté avec une précision maniaque. Circuit principal, circuit de secours, filtration air, niveau 3. Je me suis approché du tableau de commande principal. Par curiosité, j'ai actionné un disjoncteur marqué « Éclairage de maintenance ». Rien ne s'est passé. Les batteries étaient mortes depuis des lustres. Mais sur un petit bureau métallique à côté, j'ai trouvé les premiers indices. Un classeur épais contenait les manuels techniques de tout l'équipement, du générateur Perkins au système de ventilation suisse, et puis un rouleau de plans. Je l'ai déroulé avec précaution sur le bureau. C'étaient les plans de construction du bunker. L'en-tête portait le titre « Projet Hesperidae, plan d'implantation générale ». La date, octobre 1962, en plein cœur de la crise des missiles de Cuba. La coïncidence était trop forte pour en être une. Le bunker avait été construit à un moment où le monde avait retenu son souffle, au bord du gouffre nucléaire. Les plans révélaient une structure sur 3 niveaux, s'enfonçant à plus de 20 mètres sous terre. Un niveau technique où je me trouvais, un niveau de vie et un niveau de commandement. J'étais à la porte d'un monde souterrain, une capsule temporelle de la guerre froide. Qui avait pu financer et construire une telle merveille de technologie et de paranoïa dans le plus grand secret? Le nom de la famille de Valois me revenait en tête, mais cela semblait si improbable. J'ai pris les plans avec moi, éteint ma lampe un instant pour m'imprégner du silence et de l'obscurité totale. J'étais dans le ventre de l'histoire, un archéologue découvrant une tombe non pas de pharaon, mais de la peur moderne. Ma propre peur commençait à se dissiper, remplacée par une curiosité insatiable. Je devais explorer le reste. Je devais comprendre le projet Hesperides. J'ai rechargé ma lampe frontale principale et j'ai continué mon exploration, suivant les indications des plans que je tenais précieusement. Un couloir étroit partait de la salle des machines, éclairé seulement par le halo dansant de ma lumière. Les murs en béton projetaient des ombres qui semblaient trop bouger à la périphérie de ma vision. L'air était de plus en plus froid. J'ai atteint une porte coulissante en métal. L'inscription gravée sur une plaque de cuivre disait « Quartier de vie ». J'ai tiré la lourde porte. La pièce qui s'est révélée à moi était à la fois spartiate et étrangement accueillante. C'était un dortoir conçu pour 4 personnes. 4 couchettes métalliques superposées étaient alignées contre un mur, chacune avec un matelas fin et une couverture de laine grise, pliée au carré avec une rigueur militaire. Au pied de chaque lit, une petite armoire métallique. J'en ai ouvert une. À l'intérieur, des vêtements pliés, des pantalons de treillis, des pulls en laine épaisse, des sous-vêtements. Tout était neuf, ou presque. Une odeur de naphtaline s'en est échappée. Au fond de l'armoire, une paire de bottes et une petite trousse de toilette contenant un rasoir, un blaireau et un savon intact. C'était comme si les occupants attendus venaient juste de défaire leurs valises, ou n'étaient jamais arrivés. L'autre côté de la pièce était aménagé en espace commun. Une table en formica, 4 chaises et une petite kitchenette. Les placards de la cuisine étaient un trésor pour un archéologue du quotidien. J'y ai trouvé des piles de boîtes de conserve, corned beef, sardines, cassoulet, petits pois,
des marques françaises des années 60 avec des étiquettes aux couleurs passées mais parfaitement lisibles, des paquets de café lyophilisés, des boîtes de sucre en morceaux, des bouteilles d'eau minérale en verre, scellées à la cire. Il y avait assez de vivres pour tenir un siège de plusieurs mois, voire un an. Tout était organisé, inventorié. Sur une étagère, une rangée de livres a attiré mon attention. Ce n'étaient pas des romans de gare. Il y avait des classiques de la philosophie, de Platon à Sartre, des traités d'ingénierie, des manuels de médecine de campagne, un atlas du monde et plusieurs ouvrages sur l'agriculture et la botanique. Il y avait même un échiquier, les pièces installées au milieu d'une partie qui n'avait jamais été terminée. Le choix des livres en disait long. Le concepteur de ce lieu ne pensait pas seulement à la survie physique, il pensait à la reconstruction, à la préservation du savoir, à l'occupation de l'esprit durant un isolement qui aurait pu être infini. C'était le refuge d'un humaniste survivaliste, une contradiction fascinante. Qui était-il ? Et qui étaient les 3 autres personnes censées vivre ici ? Dans une autre armoire, j'ai trouvé une pharmacie, des boîtes de médicaments, des antibiotiques de l'époque, des pansements, de l'iode, et même des compteurs Geiger individuels encore dans leur boîte d'origine. Il y avait aussi plusieurs flacons de pilules d'iodure de potassium, le traitement préventif classique contre les retombées radioactives. La menace était clairement identifiée. La peur était nucléaire. En fouillant plus loin, j'ai découvert un petit compartiment de rangement contenant des objets plus personnels. Une boîte de cigares cubains, scellée. Une bouteille de cognac XO datée de 1958. Un tourne-disque portable avec une pile de vinyle. Bach, Mozart, mais aussi du jazz, John Coltrane, Miles Davis. Cet endroit était un paradoxe. Une tombe de béton conçue pour échapper à la mort, mais remplie de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. C'était un abri contre la barbarie, mais qui portait en lui les germes de la civilisation. Plus je passais de temps ici, plus l'image du constructeur se précisait dans mon esprit. Ce n'était pas un simple paranoïaque. C'était quelqu'un de cultivé, de méthodique et d'infiniment riche. Quelqu'un qui avait les moyens, l'intelligence et la volonté de créer son propre monde, son arche de Noé en prévision du déluge de feu. Le nom des De Valois, cette famille d'industriels dont le caveau servait de camouflage, devenait de plus en plus plausible. Un seul membre de cette famille avait-il orchestré tout cela en secret ? J'ai quitté les quartiers de vie, le sentiment d'avoir violé une intimité profonde. J'étais maintenant convaincu que le dernier niveau, le niveau de commandement, contenait les réponses à mes questions. C'était le cerveau du bunker, et j'allais y descendre. L'escalier menant au dernier niveau était protégé par une porte blindée encore plus impressionnante que les autres, avec un système de verrouillage à code mécanique, une roue à chiffres semblable à celle d'un coffre-fort. Heureusement pour moi, elle n'était pas verrouillée. Soit le constructeur n'avait pas eu le temps de l'activer, soit il avait jugé inutile de le faire avant l'arrivée de la crise. J'ai poussé la porte et je suis entré dans le cœur du projet Hespéride. La pièce était circulaire, comme le poste de commandement d'un navire de guerre. La différence était saisissante avec le reste du bunker. Ici, le béton brut était caché par des panneaux de bois sombre et des plaques de métal. Le sol était recouvert d'un caoutchouc isolant. L'ambiance était à la fois studieuse et oppressante. Au centre de la pièce trônait une grande table de travail sur laquelle était déroulée une immense carte d'état-major de l'Europe. Elle était recouverte d'une plaque de plexiglas sur laquelle, à l'aide de feutres de différentes couleurs, quelqu'un avait tracé des cercles concentriques autour des principales capitales et bases militaires de l'OTAN
et du pacte de Varsovie. Des lignes de force, des trajectoires de missiles probables, des zones de retombées estimées. C'était une analyse stratégique de l'apocalypse. Des villes comme Paris, Londres, Moscou étaient au centre de cercles rouges vifs. Sainte-Colombe-sur-Loire, par contraste, était dans une zone verte, jugée de faible importance stratégique. Le choix du lieu n'était donc pas un hasard. Il était le fruit d'un calcul froid. Tout autour de la pièce, des consoles d'équipement électronique étaient encastrées dans les murs. La plupart de ces appareils étaient pour moi un mystère, des reliques de la technologie de la guerre froide. Il y avait des radios à ondes courtes, des récepteurs de signaux, un téléscripteur, et ce qui ressemblait à du matériel de cryptographie. Des bobines de bandes magnétiques vierges étaient empilées sur une étagère. C'était plus qu'un simple abri. C'était un poste d'écoute, un centre de communication, une cellule de renseignement autonome. Le but n'était pas seulement de survivre à l'Holocauste, mais de savoir ce qui se passait dans le monde extérieur, de collecter des informations, peut-être même de communiquer avec d'autres survivants. Sur un des bureaux, à côté d'une machine à écrire Olivetti, j'ai trouvé une série de carnets noirs, reliés en cuir. Le premier était un journal de bord technique. Chaque page détaillait les tests effectués sur les équipements entre 1962 et 1975. Des tests de démarrage des générateurs, des vérifications de l'étanchéité des portes, des analyses de la qualité de l'air. Le bunker avait été maintenu en état de marche pendant plus de 10 ans. Les entrées étaient méticuleuses, presque obsessionnelles. La dernière entrée datait de juin 1975. Après cette date, plus rien. Le silence. Le deuxième carnet était plus personnel. L'écriture était fine, élégante, presque calligraphiée. La première page portait une seule inscription. Propriété d'Antoine de Valois. Enfin, un nom. J'ai feuilleté les pages avec une fébrilité non dissimulée. Ce n'était pas un journal intime, mais plutôt un recueil de pensées, de citations et de notes sur le projet. J'y ai lu des réflexions sur la fragilité de la civilisation, des critiques acerbes des dirigeants politiques de l'époque et des passages sur la nécessité de préserver un noyau de savoir et de raison face à la folie imminente. Antoine de Valois se voyait comme un gardien, un moine moderne protégeant les manuscrits de la connaissance dans son monastère de béton. Dans une pochette à la fin du carnet, j'ai trouvé 4 fiches cartonnées. Chacune portait un nom, suivi d'une profession. Dr Alain Mercier, médecin, spécialiste en chirurgie d'urgence. Hélène Lemoine, ingénieur agronome, botaniste. Jean-Pierre Tissot, ingénieur en télécommunications, cryptographe. Et enfin, Antoine de Valois, coordinateur. C'était l'équipe des Hespérides. Les 4 personnes pour qui le bunker avait été construit. Les 4 couchettes, les 4 chaises, les 4 trousses de toilette. Tout prenait sens. Le projet n'était pas l'œuvre d'un solitaire, mais d'un leader qui avait l'intention de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire pour survivre et reconstruire. Mais était-il au courant? Avait-il accepté? Et surtout, où était-il? Le mystère s'épaississait au lieu de se dissiper. J'avais un nom, un projet, une équipe potentielle, mais la question fondamentale demeurait. Pourquoi tout s'était-il arrêté en 1975 ? Qu'était-il arrivé à Antoine de Valois et à son arche high-tech ? J'étais assis dans le fauteuil en cuir d'Antoine, au cœur de son sanctuaire secret, le silence absolu du bunker autour de moi. Je n'étais plus un simple explorateur urbain. J'étais devenu, par la force des choses, l'enquêteur de sa vie et de son obsession. Le bunker m'avait livré une partie de ses secrets, mais pour comprendre le fin mot de l'histoire, je devais remonter à la surface et enquêter sur l'homme lui-même.
mon exploration souterraine était terminée pour le moment. La véritable enquête commençait. Je suis remonté à la surface avant l'aube, le corps endolori par l'effort et l'esprit bouillonnant de questions. J'ai refermé la porte du bunker, replacé le volant dans sa position initiale et j'ai fait de mon mieux pour camoufler l'entrée avec des branches et de la terre, en attendant de trouver une solution plus pérenne. Personne ne devait découvrir cet endroit. Il était devenu, en quelque sorte, ma responsabilité. Les jours suivants, j'ai délaissé l'exploration physique pour me plonger dans les archives. Antoine de Valois. Le nom était la clé. Je me suis rendu à la mairie de Sainte-Colombe, un bâtiment austère où le temps semble s'écouler plus lentement qu'ailleurs. La secrétaire, une femme d'un certain âge qui connaissait tout le monde, a froncé les sourcils quand j'ai prononcé le nom. De Valois? Oh là, ça nous ramène loin, ça. La grande famille des usines. Ils possédaient les filatures sur les bords de la Loire. Tout le village travaillait pour eux avant que ça ne ferme dans les années 80. Elle m'a orienté vers les archives municipales, une pièce poussiéreuse au sous-sol. J'y ai passé des heures, épluchant les registres d'état civil, les recensements, les vieux journaux locaux. Peu à peu, le portrait d'Antoine de Valois a commencé à se dessiner. Né en 1920, fils unique d'une riche lignée d'industriels. Des études brillantes à Polytechnique. Il était destiné à reprendre l'empire familial. Mais la Seconde Guerre mondiale a tout changé. Mobilisé en 1940, il a été fait prisonnier. C'est dans les archives départementales que j'ai trouvé la pièce manquante, le drame qui a sans doute forgé sa vision du monde. En 1944, ses parents, restés à Sainte-Colombe, ont été tués lors d'un bombardement allié qui visait le pont sur la Loire, mais qui a manqué sa cible et touché une partie du village. Antoine est revenu de la guerre en 1945 pour trouver sa maison en ruine et sa famille décimée. Il a hérité d'une fortune considérable, mais il était seul. Il a reconstruit les usines, les a fait prospérer, mais il était resté un homme reclus, solitaire. Les articles de journaux de l'époque le décrivent comme un personnage brillant, mais excentrique, rarement vu en public. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Pour compléter ce portrait, je suis allé voir le plus vieil habitant du village, Marcel, un ancien contremaître des usines de Valois, qui vivait dans une petite maison au bord du fleuve. Quand j'ai mentionné Antoine de Valois, ses yeux se sont illuminés d'un souvenir lointain. Monsieur Antoine, un homme à part, d'une intelligence redoutable. Il parlait 5 langues, mais il était hanté. La guerre l'avait brisé. Il avait une peur bleue de tout. Pas pour lui, non. Pour le monde. Il disait toujours que les hommes étaient des loups et qu'ils finiraient par tout détruire à nouveau, mais cette fois-ci, pour de bon. Je lui ai parlé du caveau familial dans le cimetière. Marcel a hoché la tête. Ah oui, il y allait tout le temps. Il disait que c'était le seul endroit où il se sentait en paix. Dans les années 60, il a fait faire de gros travaux là-haut. Officiellement, c'était pour consolider le caveau qui menaçait de s'effondrer. Ça a duré des mois. Des camions arrivaient la nuit. On disait qu'il dépensait une fortune pour ses morts. Personne n'a jamais su ce qu'il fabriquait vraiment là-dessous. C'était son jardin secret. Le puzzle s'assemblait. Le traumatisme de la guerre, la perte de sa famille, sa fortune, son intelligence et sa solitude avaient créé un cocktail parfait pour la naissance du projet Hespéride. Le bombardement qui avait tué ses parents lui avait enseigné une leçon brutale. La sécurité est une illusion. La catastrophe peut frapper n'importe où, n'importe quand. La guerre froide et la menace nucléaire n'ont été que le catalyseur de cette peur profondément ancrée. Le bunker n'était pas seulement un abri anti-atomique. C'était une tentative désespérée de recréer un cocon familial,
un refuge contre un monde qu'il jugeait irrémédiablement fou. Le choix du cimetière était à la fois stratégique et symbolique. Le secret était garanti et il se rapprochait de ceux qu'il avait perdus, construisant son futur abri sur les vestiges de son passé. Mais il me restait encore à élucider le mystère des 3 autres membres de l'équipe et surtout la raison de l'arrêt brutal du projet en 1975. Je suis retourné aux archives, cette fois en cherchant des informations sur la date de sa mort. Et c'est là que j'ai trouvé la dernière pièce, la plus simple et la plus tragique. Un entrefilet dans un journal local daté du 12 juin 1975. Tragique accident de la route. Monsieur Antoine de Valois, 55 ans, industriel bien connu de notre région, a trouvé la mort hier soir. Son véhicule a quitté la route dans des circonstances encore indéterminées sur la départementale 952. Le conducteur était seul à bord. Il n'y avait pas eu de fin du monde. Pas d'apocalypse nucléaire. Juste un virage mal négocié par une nuit de pluie. L'homme qui avait passé plus d'une décennie à construire un abri imprenable contre la fin des temps avait été fauché par le plus banal des hasards. Le gardien avait disparu, laissant son arche parfaitement intacte, scellée et inutile. La découverte de la mort banale et prématurée d'Antoine de Valois a jeté une lumière nouvelle et profondément mélancolique sur l'ensemble du projet. J'ai ressenti une étrange forme de deuil pour cet homme que je n'avais jamais connu. Toute cette ingéniosité, cette planification méticuleuse, cette peur existentielle, tout cela anéanti par un simple accident de voiture. Le bunker n'était plus seulement un secret fascinant, il était devenu le mausolée d'un rêve inachevé, le monument d'une obsession solitaire. Poussé par le besoin de comprendre jusqu'au bout, je suis retourné une nouvelle fois dans le sanctuaire de béton. Cette fois, je n'étais plus un explorateur en quête de frissons, mais un légataire en quête de sens. J'avais emporté avec moi le carnet personnel d'Antoine. Je me suis installé dans son fauteuil, dans le poste de commandement, et j'ai commencé à le lire, non plus en le survolant, mais en m'imprégnant de chaque mot. La lecture de son écriture intime était une expérience profondément immersive. Antoine de Valois se révélait être un homme d'une complexité et d'une sensibilité extraordinaires. Loin d'être un simple paranoïaque, il était un philosophe pessimiste, convaincu que le cycle de violence de l'humanité allait atteindre son apogée avec l'arme nucléaire. Il ne craignait pas tant la mort que la disparition de la connaissance, de l'art, de la beauté. Le projet Hespéride tirait son nom du jardin des Hespérides de la mythologie grecque, un jardin où poussaient des pommes d'or donnant l'immortalité, gardées par des nymphes. Pour lui, les pommes d'or étaient le savoir humain et le bunker était le jardin qui devait le protéger du dragon de l'ignorance et de la destruction. Dans des passages poignants, il décrivait la perte de ses parents comme la fissure initiale, la faille qui lui avait révélé la précarité fondamentale de toute existence. Ils ont été effacés par une erreur de calcul, une statistique dans un rapport de mission. La civilisation n'est qu'une fine couche de vernis sur le chaos. Quand le vernis craquera, il faudra bien que quelqu'un soit là pour préserver les plans de l'œuvre originale. Il y avait aussi des pages entières consacrées aux 3 autres membres de l'équipe. Il ne les avait pas choisis au hasard. Il les avait étudiés, observés de loin, pendant des années. Le docteur. Mercier était un jeune médecin de Lyon, réputé pour son sang-froid et son inventivité lors d'un grave accident de train. Hélène Lemoine était une chercheuse à l'INRA, passionnée et brillante, qui publiait des articles sur les cultures hors sol. Jean-Pierre Tissot était un ancien des services de renseignement de l'armée, un magicien des ondes qui avait pris une retraite anticipée, dégoûté par la politique. Antoine les décrivait comme des esprits clairs,
des personnes qui, selon lui, partageaient sa lucidité sur l'état du monde, même s'il ne le savait pas encore. Son plan était de les approcher à l'heure H24, lorsque la crise finale serait imminente et indéniable. Il ne voulait pas les effrayer ou les faire passer pour des fous en leur révélant son projet trop tôt. Il avait préparé des dossiers pour chacun d'eux, des lettres expliquant sa démarche, les suppliant de le rejoindre non pas pour sauver leur peau, mais pour sauver une idée de l'humanité. Ces lettres étaient là, dans une chemise cartonnée, scellées à la cire, prêtes à être postées. Elles n'ont jamais été envoyées. Alain Mercier, Hélène Lemoine, Jean-Pierre Tissot n'ont probablement jamais su qu'ils avaient été choisis pour être les Adam et Ève d'un nouveau monde, aux côtés d'un Noé visionnaire. Ils ont continué leur vie, ignorant tout du rôle extraordinaire qu'un homme leur avait destiné dans son théâtre privé de la fin du monde. La lecture de ce carnet était bouleversante. Je touchais du doigt la solitude immense de cet homme. Il avait tout planifié, tout anticipé, sauf sa propre fin, si prosaïque. Pendant 13 ans, de 1962 à 1975, il avait entretenu son sanctuaire, descendant régulièrement par un accès secret que je n'avais pas encore trouvé, probablement à l'intérieur même du caveau familial, aujourd'hui scellé par l'éboulement, testant les systèmes, mettant à jour ses cartes, attendant un signe qui n'est jamais venu. Il était le gardien d'un temple vide, le prêtre d'une religion sans fidèles. J'ai refermé le carnet. Le silence du bunker me semblait maintenant chargé du poids de cette solitude. Je n'étais plus seul. La présence d'Antoine de Valois, son esprit, ses peurs, ses espoirs, imprégnait chaque parcelle de cet endroit. Je comprenais maintenant le « pourquoi là ». C'était un lieu de mémoire, de secret et de symbole. Un lieu pour attendre la fin du monde à quelques mètres seulement des êtres qui constituaient son monde à lui et qu'il avait perdu. Je ressentais une immense responsabilité. Ce secret n'était plus seulement une découverte, c'était un héritage. Un héritage qu'il me fallait protéger. Ma compréhension du projet était presque complète, mais une partie de moi, l'explorateur, restait sur sa faim. Le carnet d'Antoine mentionnait à plusieurs reprises une bibliothèque ou une archive qu'il appelait la réserve. Il y faisait référence comme étant le cœur même du projet, plus important encore que les quartiers de vie ou le poste de commandement. La survie du corps est vaine si l'esprit n'a rien pour se nourrir, avait-il écrit. Pourtant, malgré mes recherches minutieuses, je n'avais trouvé aucune pièce correspondant à cette description sur les plans ou dans le bunker lui-même. J'ai relu les plans d'architecte à la lumière de ma lampe torche, les comparant avec la configuration réelle des lieux. C'est alors qu'un détail m'a frappé. Dans le poste de commandement, le mur derrière la grande carte de l'Europe semblait, sur le plan, légèrement plus épais que les autres murs porteurs. De plus, une petite note technique dans la marge, presque illisible, indiquait « structure mobile », voire plan de détail C7. Je n'avais aucun plan de détail C7. Il devait y avoir une pièce cachée. Excité par cette possibilité, j'ai commencé à examiner le mur en question. Il était recouvert de panneaux de bois, comme le reste de la pièce. J'ai tapoté chaque panneau, écoutant la résonance. La plupart sonnaient pleins, solides. Mais dans un coin, près du sol, le son était légèrement différent, plus creux. En m'agenouillant, j'ai inspecté la plainte. J'ai remarqué une fine découpe, presque invisible. En forçant avec la pointe de mon couteau, un petit morceau de bois s'est détaché, révélant non pas un mécanisme complexe, mais un simple trou de serrure. Une serrure à l'ancienne, à clé. Mon cœur s'est emballé. Où trouver la clé ? J'ai repensé à tout ce que j'avais vu. Les armoires, les bureaux, rien. Puis,
une intuition. J'ai saisi le lourd presse-papier en laiton qui se trouvait sur le bureau d'Antoine, celui qui maintenait ouvert son carnet. Il était étonnamment lourd. En le retournant, j'ai découvert que sa base se dévissait. À l'intérieur, bien à l'abri, une petite clé en laiton, finement ouvragée. C'était d'une ingéniosité digne d'un roman d'espionnage. J'ai inséré la clé dans la serrure dissimulée. Elle a tourné, sans effort. Un déclic sourd s'est fait entendre, et toute une section du mur, y compris une partie de la grande carte de l'Europe, a pivoté doucement vers l'intérieur, révélant un passage étroit et obscur. L'air qui en est sorti était encore plus sec, plus confiné, avec une odeur distincte de vieux papier et de cuir. J'ai franchi le seuil et je suis entré dans la réserve. La pièce était petite, peut-être une dizaine de mètres carrés, mais chaque centimètre était optimisé. Les murs étaient tapissés, du sol au plafond, d'étagères métalliques. Et sur ces étagères, protégées dans des boîtes d'archives en métal, se trouvait le trésor d'Antoine de Valois. Ce n'était pas seulement une bibliothèque, c'était une capsule de civilisation. Il y avait des centaines de livres couvrant tous les domaines du savoir humain. Science, histoire, art, littérature, philosophie. Des éditions originales de grands classiques, reliées en cuir. Des encyclopédies complètes. Mais il y avait plus. Sur une autre étagère, des boîtiers métalliques contenaient des milliers de microfiches. J'en ai sorti une et je l'ai examinée à la lumière de ma lampe. C'était la reproduction de partitions de Bach. Une autre contenait les plans détaillés de Léonard de Vinci. Une autre encore, des traités d'architecture de la Renaissance. Antoine avait méticuleusement microfilmé des pans entiers de la culture mondiale. C'était une bibliothèque d'Alexandrie miniature conçue pour survivre au feu nucléaire. Mais la découverte la plus stupéfiante se trouvait au fond de la pièce. Dans une armoire climatisée dont le voyant d'alimentation était évidemment éteint, se trouvaient des centaines de petits sachets scellés sous vide, soigneusement étiquetés. C'était une banque de graines. Des semences de blé ancien, de maïs, de légumes de toutes sortes, de plantes médicinales, d'arbres fruitiers. Hélène Lemoine, l'ingénieur agronome, aurait eu ici de quoi recréer une agriculture viable. Antoine de Valois n'avait pas seulement voulu préserver la mémoire du monde, il avait voulu lui donner les moyens de renaître littéralement de ses cendres. J'étais sans voix. L'ampleur de sa vision, la profondeur de sa planification dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Ce bunker n'était pas une tombe, c'était un utérus. Une matrice conçue pour enfanter un nouveau monde sur les ruines de l'ancien. Assis au milieu de ces archives du futur, j'ai compris la véritable nature du projet Hespérides. Ce n'était pas un acte de peur, mais un acte de foi. Une foi folle, démesurée, mais une foi quand même, en la capacité de l'humanité à se reconstruire, à condition qu'on lui en donne les outils. Antoine de Valois n'était pas un simple survivaliste se terrant pour échapper à la mort. Il était un passeur, un gardien de la flamme. Et dans le silence de sa réserve secrète, je me suis senti incroyablement petit face à l'immensité de sa quête. Il avait échoué, non pas à cause d'une faille dans son plan, mais parce que le destin ou le hasard en avait décidé autrement. La fin du monde qu'il redoutait n'avait pas eu lieu, mais sa propre fin, solitaire et imprévue, avait rendu son œuvre magnifique et parfaitement inutile. Les semaines qui ont suivi cette dernière découverte ont été étranges. Le secret du bunker pesait sur moi d'un poids considérable. J'étais le seul dépositaire d'une histoire hors du commun, le gardien involontaire du sanctuaire d'Antoine de Valois.
la question de quoi faire est devenue obsédante. Devais-je révéler ma découverte ? La logique aurait voulu que je contacte les autorités, la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, ou même l'armée. Ce lieu était une pièce d'histoire de la guerre froide d'une valeur inestimable. Les historiens se seraient régalés. Les musées se seraient battus pour les objets qu'ils contenaient. Mais à chaque fois que j'envisageais cette option, une image s'imposait à moi. Celle du bunker vidé, de ses objets étiquetés et exposés derrière des vitrines, de son atmosphère unique détruite par la curiosité publique et la bureaucratie. Le projet Hespéride serait devenu une attraction, une anecdote. Son âme, l'intention profonde et solitaire de son créateur, serait perdue à jamais. Le transformer en objet de musée serait une trahison. Antoine avait construit ce lieu pour qu'il reste secret, pour qu'il soit une assurance cachée contre le chaos, pas une curiosité pour un monde qui, à ses yeux, continuait de courir à sa perte. Révéler son existence serait comme profaner sa tombe une seconde fois. L'autre option était de ne rien dire, de garder le secret pour moi, de devenir le nouveau gardien du temple. Cette idée me séduisait et m'effrayait à la fois. Elle impliquait une responsabilité écrasante. Il me faudrait sécuriser l'entrée de manière permanente, sans attirer l'attention. Il me faudrait peut-être même, un jour, trouver un moyen de remettre en marche certains systèmes pour préserver la réserve de l'humidité et du temps. C'était un projet de vie, une charge que je n'avais pas demandée. J'ai passé des nuits blanches à peser le pour et le contre. J'ai même fait des recherches sur la lointaine descendance de la famille de Valois. J'ai trouvé un petit-neveu, un homme d'affaires vivant à Paris qui n'avait probablement aucune idée de l'existence de ce cousin éloigné et encore moins de son héritage souterrain. Le contacter me semblait compliqué, voire dangereux. Comment expliquer ma découverte sans passer pour un pilleur de tombes ou un fou ? Le risque qu'il veuille simplement vendre le terrain ou exploiter l'histoire était trop grand. Finalement, la décision s'est imposée d'elle-même, non pas par la logique, mais par le sentiment. C'est en retournant une dernière fois dans le poste de commandement que j'ai su ce que je devais faire. Assis dans le fauteuil d'Antoine, entouré par le silence profond du bunker, j'ai réalisé que ce lieu avait une puissance qui ne pouvait exister que dans le secret. Sa force venait de son état de capsule temporelle intacte. Le moindre contact avec le monde extérieur briserait le sortilège. Je ne pouvais pas être celui qui romprait le sceau. J'ai donc pris ma décision. Je serais le gardien. J'ai passé un week-end entier à travailler. Avec l'aide d'un ami de confiance, un artisan maçon à qui j'ai raconté une version édulcorée de l'histoire, un vieil abri de la Seconde Guerre sans grande valeur, nous avons scellé l'entrée. Nous avons coulé une dalle de béton discrète au fond du trou créé par le glissement de terrain, la recouvrant ensuite d'une épaisse couche de terre et de gravats pour qu'elle soit indétectable. Nous avons ensuite remblayé le reste de la crevasse, replantant même quelques jeunes arbustes pour que la nature reprenne ses droits et efface les dernières traces de l'effondrement. Le caveau des Deux Valois a retrouvé son apparence paisible et endormie. Personne ne pourrait plus jamais soupçonner ce qui se cachait à 20 mètres sous la terre. J'ai gardé pour moi la clé du presse-papier en laiton et le carnet personnel d'Antoine. Ce sont les seuls vestiges que je me suis autorisé à sortir. Ils sont enfermés dans un coffre, attendant peut-être le jour où je déciderai de coucher cette histoire sur le papier, sous une forme anonyme, pour que la mémoire d'Antoine de Valois et de son projet fou ne disparaisse pas complètement. Le secret est désormais le mien. Parfois, la nuit, je pense au bunker, endormi sous le cimetière. Je pense aux lumières éteintes, aux conserves alignées sur les étagères, à la partie d'échecs inachevée, aux lettres qui n'ont jamais été postées. Je pense à cette arche magnifique, prête pour un déluge qui n'est jamais venu,
Et je me dis que peut-être le plus grand acte de respect que je pouvais offrir à son créateur n'était pas de révéler son œuvre au monde, mais de lui rendre son bien le plus précieux, le silence. Aujourd'hui, 3 ans ont passé. La vie a repris son cours à Sainte-Colombe-sur-Loire. Le cimetière a pansé ses plaies, le lierre a recommencé à grimper sur le caveau des deux Valois, et le secret dort paisiblement sous mes pieds. Personne n'a jamais rien su. Mon ami maçon n'a jamais posé de questions, et l'histoire s'est tassée comme la terre que nous avons remuée. Je suis le seul à savoir. Cette connaissance a changé ma perception du monde. Je ne regarde plus les lieux anciens de la même manière. Sous chaque pierre, sous chaque monument, je me demande quelles histoires, quelles peurs, quels espoirs oubliés sont enfouis. Le bunker d'Antoine de Valois m'a appris que l'histoire visible n'est qu'une infime partie de la réalité. Les véritables drames, les plus grandes ambitions, se jouent souvent dans l'ombre, dans le secret des cœurs et des souterrains. Je suis devenu le gardien d'un héritage immatériel. Je ne possède pas le bunker, mais je suis le garant de sa mémoire. C'est une charge étrange, parfois lourde. Quand je lis les nouvelles, que je vois les tensions monter dans le monde, une partie de moi ne peut s'empêcher de penser à Antoine. Avait-il tort? Ou était-il simplement en avance sur son temps? Sa paranoïa, qui semblait si datée, si ancrée dans le contexte de la guerre froide, ne trouve-t-elle pas des échos troublants dans notre époque, avec ses nouvelles peurs, ces nouvelles menaces, qu'elles soient climatiques, sanitaires ou politiques? Parfois, l'idée de retourner là-bas me traverse l'esprit. L'envie de rouvrir le passage, de redescendre l'escalier métallique, de m'asseoir à nouveau dans le fauteuil du poste de commandement. Mais je résiste. Je sais que je dois laisser le bunker à son silence. Le perturber serait rompre un pacte tacite que j'ai passé avec la mémoire d'Antoine. Il a créé ce lieu comme un sanctuaire contre le tumulte du monde, et il doit le rester. Mon rôle n'est pas d'y vivre ou de l'explorer sans fin, mais de m'assurer que personne d'autre ne le fasse. J'ai gardé le carnet et la clé. Ils sont les témoins matériels d'une histoire qui, sans moi, n'existerait plus. Le carnet est une lecture à laquelle je retourne de temps en temps. Chaque phrase d'Antoine résonne différemment selon l'actualité, selon mon propre état d'esprit. C'est un dialogue silencieux que je poursuis avec lui par-delà la mort. Il m'a légué, sans le savoir, bien plus qu'un secret. Une réflexion sur la fragilité de notre monde et sur ce qui mérite vraiment d'être sauvé. Qu'est-ce qui est essentiel? Les livres, la musique, les graines, la connaissance technique? Ou est-ce quelque chose de plus impalpable, comme le courage, la prévoyance, ou même l'amour d'un homme pour sa famille disparue? Un amour si puissant qu'il l'a poussé à vouloir construire une forteresse pour protéger le monde entier? L'ironie de toute cette histoire est poignante. Antoine de Valois, l'homme qui voulait se protéger de la fin du monde, a été rattrapé par la plus banale des fins. Et moi, un simple explorateur urbain, je suis devenu le gardien de son utopie post-apocalyptique. L'histoire du bunker enterré dans le cimetière de Sainte-Colombe n'est donc pas seulement l'histoire d'un lieu, mais celle d'un homme. Un homme qui, face à l'absurdité de la destruction, a répondu par un acte de création démesuré. Son projet a échoué dans son but premier, mais il a peut-être réussi d'une autre manière, en se transformant en une parabole, une légende secrète dont je suis le seul conteur. Et c'est peut-être là la meilleure façon de préserver son noyau de savoir et de raison. Non pas en le révélant au grand jour, mais en le laissant infuser lentement dans l'esprit de celui qui l'a trouvé, et peut-être, un jour,
à travers un récit comme celui-ci, dans l'esprit de ceux qui l'écouteront. Le banqueur est là, il attend. Il est le témoin silencieux que même face à la plus grande des peurs, l'instinct humain n'est pas seulement de survivre, mais de préserver, de transmettre et de reconstruire. C'est le plus beau et le plus tragique des testaments.